Alors voici un nouveau texte sur la technique, un texte encore plus contemporain que celui de Martin Heidegger, puisque c'est un texte du philosophe allemand Jürgen Habermas. Habermas est un penseur on ne peut plus contemporain, puisque né en 1929, il est toujours vivant et continue à publier régulièrement dans des journaux outre-Rhin. On l'a vu récemment, auteur de nombreuses publications, notamment sur la question des attentats en Europe. Il ne cesse de donner finalement son avis autorisé. C'est un penseur social et politique extrêmement important. Et il s'agit ici d'un texte un peu ancien, La technique et la science comme idéologie, mais qui, au milieu du XXe siècle, permettait effectivement de faire un lien entre les avancées de la technologie et le rapport aux politiques. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant procéder à l'étude de ce texte. Commençons d'abord par sa lecture. Le progrès quasi autonome de la science et de la technique, dont dépend effectivement la variable la plus importante du système, à savoir la croissance économique, fait figure de variable indépendante. Il en résulte une perspective selon laquelle l'évolution du système social paraît être déterminée par la logique du progrès scientifique et technique. La dynamique immanente à ce progrès semble produire des contraintes objectives auxquelles doit se conformer une politique répondant à des besoins fonctionnels. Or, une fois que cette illusion s'est effectivement bien implantée, la propagande peut invoquer le rôle de la science et de la technique pour expliquer et légitimer les raisons pour lesquelles, dans les sociétés modernes, un processus de formation démocratique de la volonté politique concernant les questions de la pratique doit nécessairement perdre toute fonction et céder la place aux décisions de nature plébiscitaire concernant les alternatives mettant tel ou tel personnel administratif à la tête de l'État. C'est la thèse de la technocratie et le discours scientifique en a développé la théorie sous différentes versions. Mais le fait qu'elle puisse pénétrer aussi en tant qu'idéologie implicite dans la conscience de la masse de la production dépolitisée et avoir un pouvoir de légitimation me paraît bien plus important. Alors c'est un texte complexe, au sens où en tout cas peu d'exemples, une structure de phrases dense qui est due notamment à la traduction de l'allemand vers le français, qui n'a pas simplifié la chose. Le thème central de ce texte, nous allons le voir, c'est l'introduction d'un mot bien connu désormais dans le vocabulaire courant, mais que Habermas a été un des premiers à utiliser dans ce sens philosophique, le mot de technocratie, qui apparaît quasiment à la fin du texte. Nous allons comprendre justement précisément grâce à ce texte ce qu'on peut appeler la technocratie. Alors le texte commence par un constat lié à notre époque. Habermas nous dit que n'importe qui dans la population peut constater qu'il y a un progrès quasi autonome de la science et de la technique. Alors, que veut dire cette question du progrès de la science et de la technique? Donc, nous constatons tous les jours que les techniques et les sciences avancent. Alors, je ne reviens pas ici sur cette idée de progrès qu'il conviendrait de critiquer. On va dire qu'en tout cas, pour le sens commun, il y a un progrès au sens où science et technique se développent et même elles se développent de concert. Je vous rappelle que si à l'origine science et technique sont deux notions séparées, elles ont donné naissance dès la révolution industrielle à ce qu'on appelle la technologie. La technologie, c'est la mise en application systématique dans les sciences à des fins de réalisation pratique. En effet, dès la révolution industrielle, on s'est rendu compte qu'en utilisant la science, on pouvait grandement améliorer les techniques, des techniques qui auparavant s'étaient développées sans le recours à la science. Ce qui est sûr, c'est que dès la deuxième moitié du XIXe siècle, et surtout au XXe siècle, à la fois les sciences et à la fois les techniques, donc globalement la technologie, s'est développée à une vitesse extraordinaire. Nous ne cessons de voir arriver sur le marché des productions nouvelles liées à ces technologies, ce qui fait que dans l'esprit de la plupart des gens, sciences et techniques progressent à grande vitesse. Surtout, et c'est là qu'il faut noter dans la phrase de Habermas, ce progrès est qualifié de quasi autonome. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, la science et la technique
progresserait ou se développerait sans avoir besoin du développement d'autres choses au sein de la société. Évidemment, ce n'est qu'une illusion. Habermas le montrera, enfin, le montre comme en creux dans son texte. Si une société est capable de faire avancer ses sciences et ses techniques, évidemment, c'est parce qu'au sein de cette société, il y a un ensemble d'autres dispositifs qui permettent l'avancée de la technologie. Par exemple, si vous, dans un pays, vous n'avez pas de structure pour former la jeunesse, si vous n'avez pas d'éducation, si vous n'avez pas de faculté, bien évidemment que la science n'est pas possible. Si vous n'avez pas des moyens mis à disposition, par exemple des moyens de communication contemporains comme les réseaux Internet ou les réseaux téléphoniques, alors dans ce cas-là, vous n'avez pas de communication entre les savants et donc vous ne pouvez pas avoir non plus de progrès technique. Bref, on lit en creux dans ce texte Habermas l'idée qu'en réalité, sciences et techniques ne pourraient pas progresser si elles n'étaient pas liées à l'ensemble de la société. Mais pour la plupart des gens, pour ce qu'on appelle en philosophie le sens commun, sciences et techniques semblent avancer de façon indépendante. D'ailleurs, dans la plupart des médias, quand on nous parle de l'avancée ou du progrès de telle ou telle science ou de telle ou telle technique, on ne mentionne pas tout ce qui a été nécessaire en amont. Par exemple, on n'explique pas comment les chercheurs qui ont fait ces découvertes ont pu être formés dans des universités. On ne dit pas à quel point, par exemple, les bibliothèques, qui sont des institutions publiques, ont permis la formation de ces gens-là. On ne parle pas de la transmission de ces connaissances en amont, comment effectivement il a fallu conserver ces savoirs, les transmettre. Bref, du coup, on a une illusion, celle que les sciences et les techniques avanceraient sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre au sein de la société. Deuxième constat, Habermas nous dit non seulement pour la plupart des gens, les sciences et les techniques avancent de façon autonome, mais même elles sont à l'origine de ce qui nous apparaît aujourd'hui comme la chose la plus importante dans nos existences, à savoir la croissance économique. L'économie est passée au premier plan au cours du XXe siècle. Dans l'esprit de la plupart des gens, le pays va bien si la croissance est bonne, c'est-à-dire si les revenus augmentent, si la productivité augmente. Or, depuis la révolution industrielle, il est évident, nous dit Habermas, que l'augmentation et la croissance économique, l'augmentation des richesses, sont liées à les progrès de la technologie. Il y a donc, dans le sens commun, une nouvelle illusion qui s'est construite, cette idée que sciences et technologies étaient responsables de la croissance économique, et comme sciences et techniques sont indépendants du reste du système, il semblerait donc qu'il suffirait de faire croître les sciences et les techniques pour que tout aille mieux. Du coup, la fin du texte renforce l'illusion. Cet ensemble, l'ensemble sciences, techniques, croissance économique, semble complètement détaché du reste du fonctionnement de la société, comme si par magie, dans une société comme la nôtre, sciences et techniques pouvaient se développer sans avoir de lien avec l'ensemble du système sociétal et sans que la croissance économique ait non plus un rapport du reste avec le reste de la société. Du coup, c'est développer l'idée chez les gens que si l'économie va, c'est parce que la technologie avance et tout le reste est passé à l'arrière-plan. Dès lors, eh bien, se développe l'idée selon laquelle l'évolution de notre société, le progrès au sein de notre société, repose fondamentalement sur ce progrès scientifique. Il n'est pas rare de voir effectivement les économistes ou les politiques nous expliquer que l'augmentation de notre richesse nationale mesurée par exemple au travers du PIB, produit intérieur brut, est le seul objectif à poursuivre puisque c'est l'objet de l'amélioration de notre société. L'amélioration de notre société viendrait de l'amélioration de sa production économique et que cette production économique serait liée à la recherche et au développement, ce qu'on appelle le R&D au sein des entreprises. Donc on voit comment se construit la thèse selon laquelle le bonheur d'une société repose sur son progrès économique qui lui-même repose sur la recherche et le développement des technologies. Une fois constituée cette illusion, eh bien, nous dit Habermas, la conclusion qu'en tirent la plupart des individus, c'est que c'est une chance pour la société. Pourquoi ? Parce que si finalement les progrès de la technologie sont la cause du progrès des sociétés, il y a un avantage avec la science et la technologie, c'est qu'elles sont considérées comme des choses objectives. Un scientifique est objectif,
faire progresser la science, ça demande des moyens objectifs, des choses objectivement mesurables. Autrement dit, se développe l'idée selon laquelle le progrès de nos sociétés reposant sur le progrès des sciences, on peut enfin avoir des solutions objectives et rationnelles à la question de comment faire avancer nos sociétés. Ce que veut dire Habermas, c'est que grâce à cette illusion, les vieilles utopies sont balayées, ce que j'appelle ici les vieilles utopies, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait réfléchir individuellement à l'amélioration de la société, ce qu'on appelait la politique, ce qu'on appelait les sciences sociales. Tout cela est balayé puisque selon le nouveau dogme, il suffit de faire progresser la technique pour faire progresser l'économie, donc pour faire progresser la société. Bref, notre société s'imagine désormais avoir des réponses objectives à la question du progrès de l'humanité, comme si finalement tous les débats avaient disparu, comme s'ils étaient des débats d'un ancien monde qu'il s'agirait de laisser tomber pour en arriver effectivement à la simple augmentation des richesses grâce au progrès des technologies. Maintenant que cette illusion s'est profondément inscrite dans nos sociétés, nous dit Habermas, depuis finalement presque 3 siècles de révolution industrielle et surtout à la suite du grand mouvement qui a pris une naissance à la fin du 19e et qui s'est poursuivi pendant tout le 20e siècle, ce grand mouvement de technologie qui a amené sur le marché énormément de nouveaux objets technologiques. Il faut voir comment finalement depuis le début du 20e, mais surtout l'accélération à partir de 1945, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, comment la technologie a été effectivement moteur de la production dans les pays industrialisés et comment nous avons peuplé nos vies avec ces objets technologiques. Du coup, à partir de ce moment-là, dit Jürgen Habermas, la propagande, alors voilà un terme peut-être un peu fort, un peu violent, mais Habermas nous dit il y a comme une forme d'impensée de notre société qui s'est développée, une forme d'impensée sociologique qui nous recommande de faire quoi? Qui nous recommande d'invoquer le rôle de la science et de la technique. Donc, puisque finalement science et technique sont l'origine du progrès, tout le discours sociétal va se concentrer et se consacrer à cette question du rôle de la science et de la technique. Tout le reste va passer à l'arrière-plan. Alors qu'est-ce que c'est que le reste? Ce sont ce qu'on pourrait nous nommer le progrès social, par exemple le progrès de la culture, le progrès des cultes, le progrès de la réflexion, le progrès finalement des sciences politiques, des sciences sociales. Tout cela semble oublié au profit du seul rôle de la science et de la technique. Alors, cette propagande, sur quoi va-t-elle porter? Alors la phrase est un peu longue, il convient de l'expliquer morceau par morceau, et le texte nous dit, donc la propagande invoque le rôle de la science et la technique pour expliquer et légitimer les raisons pour lesquelles, dans les sociétés modernes, un processus de formation démocratique de la volonté politique concernant les questions de la pratique doit nécessairement perdre toute fonction. C'est-à-dire que cette impensée sociale, cette propagande permanente, menée, on peut ici le supposer, par les journaux, par les gens qui prennent la parole de façon publique, mais aussi par le sens commun lui-même, par les gens, ce qu'ils se disent de bouche à oreille, ils nous disent quoi? Ils nous disent que dans nos sociétés modernes, c'est-à-dire ces sociétés qui correspondent à la période technologique, eh bien, il faut abandonner, il faut faire perdre fonction à quoi? Au processus de formation démocratique de la volonté politique concernant les questions de la pratique. Autrement dit, les questions que devons-nous faire? Les questions, c'est ça, les questions pratiques. Que devons-nous faire? Que faut-il faire pour notre société, pour l'améliorer? Quels choix devons-nous faire de façon commune? Eh bien, on nous dit, il n'y a plus besoin que ces questions soient posées par une volonté politique formée démocratiquement. En gros, on n'a plus besoin de demander au peuple ce qu'il souhaite pour sa société, il n'est plus besoin de poser la question à la démocratie, donc à l'ensemble du peuple, des choix qu'il conviendrait de faire, ce n'est plus la peine, puisque finalement, et c'est ce que nous dit depuis le début du texte Habermas, on sait d'ores et déjà où se trouve la réponse se trouve dans le progrès économique, donc dans le progrès des sciences et des technologies. Autrement dit, désormais, même si nous sommes dans des sociétés en apparence démocratiques, Habermas nous dit, se développe l'idée de plus en plus répandue selon laquelle ce n'est plus vraiment la peine de demander aux gens ce qu'ils pensent, en gros de faire ce qu'on appellerait des débats politiques, il n'est plus question de s'interroger sur
des choix sociétaux, droite ou gauche, faut-il nationaliser, faut-il privatiser, comment faut-il diriger l'école, comment faut-il diriger la recherche. Les questions ne se posent plus puisque les réponses viennent d'elles-mêmes. Les réponses viennent d'elles-mêmes, c'est ce que dit la fin de la phrase. Il faut désormais céder la place aux décisions de nature plébiscitaire concernant les alternatives mettant tel ou tel personnel administratif à la tête de l'État. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plus la peine de sonder le peuple pour savoir ce qu'il veut, comment orienter la vie politique. La seule question qu'il convient de poser maintenant, puisque c'est il faut faire progresser les sciences et les technologies qui sont la clé de la réussite d'un pays, et que ces sciences et ces technologies sont objectives, c'est ce que l'on croit, c'est ce que fait remarquer le début du texte, et bien désormais, toute vie politique ne se résume à quoi? Simplement la question quel personnel administratif faut-il poser à la tête de l'État? Donc on n'est plus dans une vraie volonté politique démocratique, on l'a abandonné, plus besoin de discuter sans fin de questions politiques, ça c'est l'ancien monde. Le nouveau monde c'est quoi? Le nouveau monde c'est simplement un moment, un endroit où on pose la question, alors le texte dit de nature plébiscitaire, alors qu'est-ce qu'un plébiscite? Un plébiscite, je vous rappelle, c'est quand une décision politique est prise par la plus grande majorité, enfin de façon absolue par une grande partie du peuple qui finalement plébiscite, c'est-à-dire réclame sans bien réfléchir quelque chose. Donc désormais, nous dit Habermas, plus besoin de réfléchir, il suffit de trancher pour savoir quel personnel administratif exactement on met à la tête de l'État. Ce n'est plus un choix fondamental de société qu'il convient de faire. Ce qu'il convient de faire, c'est simplement ici et là de se demander si c'est plutôt tel technicien ou plutôt tel autre qu'il faut mettre si on veut que la science progresse suffisamment rapidement. Et donc, Habermas, en gros, décrit ici la fin d'un processus véritablement démocratique au profit d'une société dans laquelle les seules questions qui sont posées aux gens, c'est quel personnel administratif, c'est-à-dire en gros quel technicien politique voulez-vous mettre à la tête de l'État. Toute l'idée d'Habermas, c'est bien de dire, à partir du moment où on a admis que le bonheur de l'humanité reposait sur la croissance économique et que cette croissance économique reposait elle-même sur le progrès de la technologie, eh bien, il semble naturellement, et les gens finissent par être d'accord avec cela, il suffit simplement de mettre à la tête de l'État des gens qui vont savoir faire comment progresser la technologie. Autrement dit, non plus des politiques qui s'interrogeraient sur le bonheur, sur ce qu'est le bonheur, etc. Non plus des philosophes, mais simplement des techniciens qui se diraient comment faire avancer la technologie, quels moyens donner aux entreprises, quels moyens donner à la recherche, etc., etc. Plus de questions fondamentales comme vers quoi orienter la recherche, est-ce que c'est vraiment la technique qui fait le bonheur de l'humanité, comment devons-nous répartir les fruits de cette richesse, tout ça semble passer complètement à l'arrière-plan. Désormais, la seule question, c'est comment faire de la croissance à travers l'avancée des technologies. Et c'est précisément cette nouvelle vision du monde que Habermas appelle technocratie. Alors, je vous rappelle que technocratie, c'est un mot d'origine grecque, kratos en grec c'est le pouvoir, techné c'est ce que nous appelons nous la technique. Donc la technocratie, c'est un système politique dans lequel le pouvoir est désormais entre les mains de la technique. Alors ici, l'idée d'un pouvoir entre les mains de la technique a un double sens. C'est-à-dire, d'une part, c'est la technique qui constitue le fond et la source de toutes les décisions politiques, puisque c'est la technique qui est bonne et qui fait progresser la société, alors toutes les décisions doivent être prises au nom de la technique. Mais technocratie au sens aussi, où comme on vient de le voir, désormais sont mis à la tête de l'État, sont mis en position de décision des techniciens. On ne cherche plus dans cette société des politiques, c'est-à-dire des gens qui réfléchiraient à fondamentalement quels sont les bons choix, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, faut-il faire la guerre, comment faut-il répartir les richesses. On choisit désormais des gens dont la seule question est simple, c'est comment donner les moyens à la technique pour avancer, dans quel sens. On ne se pose plus la question même du sens de la technique, de son rapport à la société. Est-ce qu'elle est vraiment facteur de progrès? Est-ce qu'elle aide par exemple les apprentissages? Faut-il vraiment mettre des ordinateurs devant chaque élève pour améliorer l'éducation? Toutes ces questions sont balayées. Désormais, la seule question, c'est comment on fait pour payer des ordinateurs, comment on améliore ces ordinateurs, etc., etc. La question du sens est balayée au profit de la seule question de comment faire plus et encore de technologie. C'est ça la thèse de la technocratie. La technique au cœur du développement et
des techniciens qui commandent la société. Alors Habermas nous fait bien remarquer qu'évidemment, ce discours technocratique s'est d'abord développé au sein de ceux qui pratiquaient la technologie, c'est évident. C'est-à-dire, c'est bien évidemment ceux qui en première ligne faisaient de la technologie qui ont d'abord cherché à ce qu'on leur donne les moyens supplémentaires, des moyens supplémentaires pour faire avancer cette technologie. On comprend quelque part, nous dit Habermas, que ce soit d'abord des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs qui ont réclamé la construction, de plus en plus de moyens mis à disposition de la recherche et de la production, etc. Ça semble légitime. Mais ce qui inquiète Habermas, c'est que, nous dit-il, et c'est la dernière phrase du texte, ce qui l'inquiète, ce n'est pas justement que les techniciens ou les scientifiques l'aient demandé, mais ce qui l'inquiète, nous dit-il, c'est le fait que cette technocratie puisse pénétrer aussi en tant qu'idéologie implicite dans la conscience de la masse de la production dépolitisée. C'est-à-dire que ce qui devient inquiétant, c'est que ça devient le seul mode de réflexion de la société, y compris parmi des gens qui, justement, n'ont aucun rapport avec la technologie. En gros, nous dit Habermas, le peuple, dans son ensemble, est en train de refuser son pouvoir politique, il est en train de refuser la démocratie au nom d'une nouvelle idéologie, celle de la technologie. C'est comme si le peuple se démettait de son propre pouvoir politique en disant finalement ce n'est plus très grave que nous choisissions le sens de nos sociétés, ce n'est plus très grave que nous réfléchissions à ce qui vaut le mieux pour nous, ce n'est plus très grave que nous réfléchissions effectivement au bonheur. Ce qui compte désormais, c'est faire notre croissance, et faire notre croissance économique repose sur toujours plus de techniques. Il y a là, nous dit Habermas, une idéologie implicite qui se développe dans la conscience de la masse, c'est-à-dire chez la plupart des gens, qui du coup deviennent de plus en plus dépolitisés. On voit que ce que critique ici Habermas, c'est le sentiment de plus en plus fort au sein de nos sociétés de l'absence de volonté politique. Il y a de moins en moins de gens qui posent la question du mode de développement. Avons-nous raison de tout miser sur la technologie en Occident? Avons-nous eu raison de nous équiper d'autant de biens autour de nous? On voit bien que ces questions aujourd'hui, alors Habermas, je vous l'ai dit, le texte est un peu ancien, on voit qu'aujourd'hui d'ailleurs, ces grandes questions de la technologie sont remises en cause, non pas par des questions politiques, mais bien par des contraintes qui s'imposent à la technologie, notamment la question du développement durable sur une planète sur laquelle les richesses ne sont pas en quantité infinie, la croissance infinie que produit ce modèle, eh bien, commence à devenir un problème. Et peut-être que justement, ces problématiques de croissance, ces problématiques environnementales ou de développement durable vont nous conduire à revenir aux politiques. Mais pour l'instant, nous dit Habermas, nous ne sommes plus dans une époque de politique. Habermas ici regrette un temps où justement il y avait encore des grands débats de société. Et ces grands débats de société sont morts au XXe siècle, notamment avec l'effondrement des idéologies communistes. Il n'y a plus de débat qui se pose, comme s'il n'y avait désormais plus qu'une seule façon de construire la société. Cette seule façon de construire la société, ce serait faisons de la croissance, et pour faire de la croissance, commençons effectivement par laisser se développer la technologie. Alors, le texte de Habermas est une violente critique sur la technocratie que nous voyons se développer partout autour de nous. Et cette violente attaque de Habermas doit nous inciter effectivement à revenir en arrière et réfléchir au sens que nous voulons donner à ces sociétés. Il est temps, nous dit Habermas, de revenir à de la politique, c'est-à-dire à nous demander ce que nous voulons vraiment. Ce n'est pas parce qu'on nous dit ce sera plus confortable, ce sera technologiquement plus avancé que nous avons eu raison. Je ne prendrai qu'un seul exemple, celui au XXe siècle. On voit bien comment, par exemple, sous la poussée de groupes industriels, à commencer par le groupe américain Ford, on a laissé la voiture se développer partout, en disant la voiture c'est le progrès, la voiture nous apporte une libération à travers la conduite automobile, plus de transports en commun, etc. Et nous voyons comment finalement, 150 ans plus tard, l'invasion de la voiture pose un problème fondamental à nos sociétés, un problème d'encombrement des routes, un problème de stationnement de ces voitures et plus fondamentalement un problème écologique. Et comme entre-temps, nous avons laissé la voiture se développer sans réfléchir à d'autres moyens alternatifs, il n'y a jamais eu de réflexion politique ou très marginale sur l'usage du transport. On voit que les transports en commun ont été abandonnés
Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation indépassable où nous sommes envahis de voitures et où dans le même temps, nous ne savons plus comment faire pour refinancer des transports publics. Bref, nous dit Habermas, il ne faut pas renoncer à la vision politique, il faut au contraire engager une réflexion permanente sur que veulent les sociétés. Nous avons pendant longtemps vécu sans la technologie, ou en tout cas avec une technologie beaucoup moins développée. Est-ce que finalement, il ne faut pas freiner ce développement technologique? Ces questions restent ouvertes, notamment parce que si on revient sur le début du texte, rappelez-vous, c'est ce que dit Habermas, la première des illusions, c'est de croire que la technologie s'est produite toute seule. Je vous l'avais dit au début du texte, il ne faut pas oublier que si l'Occident a développé ces technologies, c'est d'abord parce que fondamentalement, il avait en amont développé des stratégies culturelles, des écoles, des bibliothèques. Il y a un lien à faire entre l'invention du livre qui a permis de garder une mémoire des travaux des chercheurs antérieurs et le développement de la technique. Autrement dit, c'est une complète illusion que de penser que la société ne va bien que si on laisse se développer les technologies. Il y a tout un ensemble de conditions qui pèsent sur le développement en général, que sont par exemple les questions de la culture, de l'éducation ou des communications, et ça relève de choix politiques qui n'ont rien à voir avec des choix technocratiques. Bref, nous dit Habermas, revenons à de la politique.